Nous venons tout juste d'entendre une mélodie. On peut se demander où se trouvait cette œuvre musicale avant que son compositeur ne la crée. Où était-elle? Où se trouve la mélodie avant d'être créée par le compositeur? Certains diront qu'elle se trouve dans le chant cantique, et ils ne seront pas loin de la vérité. D'autres répondront que la mélodie est dans le cœur spirituel du compositeur. D'autres encore affirmeront qu'elle se trouve dans le non manifesté, dans l'esprit. Plus exactement, la mélodie se trouve dans l'âme du compositeur. Alors il serait intéressant de savoir combien d'entre vous croient à l'existence de l'âme, et combien croient que l'âme continue d'exister après la mort. Qui parmi vous croit à l'existence de Dieu, et qui croit que Dieu n'existe pas? Nous employons couramment les termes Dieu, âme, le non manifesté, l'esprit, le cœur. Essayons, si vous le voulez, de clarifier en partie ces expressions, d'après ce que nous savons à l'heure actuelle, d'après ce que dit la science. On trouve beaucoup de vérité chez bon nombre de religions, mais je crois que nous serons tous d'accord ici pour affirmer que les religions véhiculent aussi un tas de superstitions. Combien d'entre vous croient que Dieu est un homme de race blanche qui est mort et qui réside dans les cieux? Ainsi, ces derniers temps, on s'est beaucoup intéressé à déterminer l'endroit où sont logés les souvenirs. Nous avons entendu tout à l'heure une mélodie. Celle-ci existait quelque part avant que son compositeur ne l'interprète. Et pour le prouver, je vais avoir recours à un petit exercice. Fermez les paupières un moment si vous le voulez bien. Sur votre écran mental, essayez d'évoquer un souvenir très ancien, une image de votre enfance peut-être. Essayez de voir votre maison. De voir vos parents, vos frères et sœurs. La maison où vous viviez, votre chambre, l'école que vous fréquentiez. Peut-être êtes-vous en mesure d'évoquer certaines conversations. Essayez de vous rappeler le son de la voix de votre mère quand vous étiez enfant. Voyez si vous pouvez l'entendre en ce moment même. Bien, à présent, ouvrez les yeux. Alors je suis sûr que vous avez vu quelques images, n'est-ce pas? Nous avons vu des images. Nous avons pu voir la maison. Nous avons pu voir notre mère. Peut-être sommes-nous parvenus à entendre des voix, et peut-être même avons-nous ressenti des émotions. Donc, nous avons vu des images. Or, où étaient ces images? Nous avons fermé les yeux et nous avons vu cette maison, nous avons vu cette mère. Où était-elle? Où se trouvait cette image? Si je regardais à l'intérieur de votre cerveau, et il est possible de le faire de nos jours avec une panoplie d'instruments perfectionnés, les ondes scrutent littéralement l'intérieur du cerveau. Je parle ici de tomographie par émission de positons, de résonance magnétique nucléaire et d'une gamme de procédés incroyables. Donc, si je regardais à l'intérieur de votre cerveau, à l'aide de cette prodigieuse technologie, y verrais-je votre mère? Ou y verrais-je une maison? Est-ce que j'entendrais ces sons, ces voix? Non. Que verrais-je? Eh bien, dès que je vous ai demandé d'évoquer ce souvenir, et retenons-en un parmi ceux-ci, choisissons le mot « mère », je disais donc qu'au moment où j'ai prononcé le mot « mère » et que vous avez vu « mère », à ce moment précis, aussitôt que vous avez eu cette intention, brusquement, dans une certaine région de votre cerveau appelée cortex occipital, un amas de photons est apparu, et les photons sont des unités de lumière. Une particule élémentaire de lumière s'appelle un photon,
C'est ainsi que nous définissons la plus petite unité de lumière, tout comme un électron est une unité d'électricité, un graviton, une unité de gravité. Ce sont simplement des termes employés pour définir les plus petites unités d'information et d'énergie. Donc, dès que vous avez pensé mer, immédiatement, il y a eu un amas de photons dans une certaine région de votre cerveau. Vous avez appelé la lumière. L'une des premières phrases que l'on peut lire en ouvrant le livre de la Genèse, c'est « Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. » Donc, dès que vous avez eu l'intention, vous avez fait la même chose. Vous avez créé la lumière. À partir de quoi? Nous y viendrons dans un moment. Mais il y a eu de la lumière. Dès que vous avez eu l'intention, la lumière a été créée. Vous avez fait ce que Dieu a fait. Que la lumière soit, et vous avez créé la lumière. Cet amas de photons s'est configuré de telle sorte qu'il en est résulté un champ électromagnétique. De quoi s'agit-il au juste? L'électricité et le magnétisme sont une seule et même chose. Ce sont deux aspects de la même chose. Un champ électromagnétique a produit un train d'informations codé sous forme fréquentielle. Un train d'informations codé sous forme fréquentielle est l'équivalent d'une émission diffusée sur la bande FM. Comme lorsque vous mettez la radio à la station 101,4 FM, c'est un agrégat d'énergie électromagnétique codé en modulation de fréquence. Et ainsi, nous avons cette onde FM, littéralement une onde FM, à amplitude fixe, de fréquence variable, et cette onde est expédiée le long d'un câble de distribution, un réseau neuronal, et ensuite, à l'extrémité du réseau neuronal, il y a sécrétion de substances chimiques, substances que l'on appelle neuropeptides. Vous avez créé de la lumière à partir de presque rien, et ensuite, vous l'avez transformée en onde électromagnétique, puis en substance chimique. Encore une fois dans la Genèse et aussi dans l'Évangile selon saint Jean, il est écrit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. » C'est ce que vous venez tout juste de faire. Vous avez pris le mot « mer » et vous en avez fait des molécules. Vous avez pris ce mot et vous en avez fait de la matière. Donc, chaque fois que vous évoquez un souvenir, vous allez puiser dans le non manifesté, nous y reviendrons dans un instant, pour créer de la lumière. Vous créez de l'énergie électromagnétique et ensuite vous en faites de la matière physique. Si ce n'est pas de la magie, dites-moi ce que c'est. Vous savez, il est question parfois de gens capables de créer quelque chose à partir de rien. Eh bien, c'est ce que vous faites chaque fois que vous avez une pensée. Vous faites surgir quelque chose du néant. Et vous le faites exactement, si l'on en croit les Écritures, comme Dieu aurait procédé lorsqu'il a créé l'univers. Et cela se répète chaque fois que vous avez une pensée. Il y a des molécules qui circulent et se répandent dans votre organisme. Il se peut que vous ayez même ressenti une émotion. Vous avez créé des substances chimiques dans votre organisme. Et le phénomène que nous décrivons ici, c'est la transformation de la réalité quantique en réalité matérielle. Alors qu'est-ce que la réalité quantique? C'est l'univers de l'information et de l'énergie. Et la réalité matérielle consiste en l'univers de la matière. Mais la question qui se pose alors, c'est où se trouve-t-elle? Avant que je ne dise « pensez à votre mère », où était l'image de votre mère? Jusqu'à présent, et même jusqu'à ce jour, la plupart des gens, à l'exception de quelques scientifiques, ont systématiquement présumé que cette image se trouvait à l'intérieur du cerveau. Et pourquoi ont-ils cru une telle chose? Eh bien, parce que lorsque des personnes sont atteintes de lésions cérébrales, leur mémoire est altérée. Quand elles sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, leur mémoire est altérée. Et lorsque des personnes deviennent séniles, elles souffrent de troubles de la mémoire. Par conséquent, on a automatiquement présumé que la mémoire est localisée quelque part dans le cerveau. C'est une hypothèse que personne n'a encore validée. Imaginons, vous avez probablement entendu cette comparaison, imaginons que vous regardez un journal télévisé. Supposons qu'il se produit un court-circuit et que le téléviseur cesse de fonctionner.
est-ce que le lecteur de nouvelles n'existe plus parce qu'il est disparu de l'écran? Alléguer que les souvenirs sont localisés dans le cerveau parce qu'ils s'effacent lorsque le cerveau est endommagé, c'est raisonner de façon simpliste. L'autre jour, pendant ma méditation, c'était il y a 2 ou 3 mois, je me suis mis à penser sans raison particulière à un patient que j'ai eu jadis à Boston. Cette pensée passa brièvement sur l'écran de ma conscience. L'image d'un patient d'origine portugaise que je connaissais bien et dont j'étais devenu proche parce qu'il avait toujours une blague à raconter quand il entrait dans mon bureau. Et alors je me suis dit, comment s'appelait-il déjà? Et bien sûr, je ne me rappelais plus, puisque c'était il y a 20 ans. Nous avons tous vécu ce genre de situation, avoir l'image d'une personne en tête, sans arriver à se rappeler son nom. Peu de temps après, le nom m'a brusquement traversé l'esprit, Raúl Pérez. Je me suis dit, mon Dieu, mais oui, c'était son nom. Puis j'ai pensé, je me demande quel était son numéro de téléphone. Et une dizaine de minutes plus tard, son numéro de téléphone est apparu subitement sur mon écran mental. 20 ans plus tard, code régional 617, etc., etc. J'ai pris le combiné et j'ai composé le numéro. Et il a décroché, puis il a répondu « Bonjour, ici Raoul. » J'ai dit « Raoul, ici Dr Chopra. Quelle est ta dose d'insuline en ce moment? » Il a répondu « 20 unités. » J'ai dit « Tu sais, je me souviens que c'est ce que tu prenais il y a 20 ans, et tu allais plutôt bien. » Puis nous avons bavardé un long moment. Alors pensez-vous qu'en regardant à l'intérieur de mon cerveau, on découvrirait de petites molécules de protéines ou de graisse sur lesquelles serait écrit « Raoul Pérez, code régional 617, 20 unités d'insuline ». Non, ça n'existe pas. Et de la même manière, si on examinait le cerveau d'un compositeur, je ne crois pas qu'on découvrirait une courte symphonie encodée dans une molécule de protéines ou toute autre molécule organique. Où est tout ce contenu avant qu'il ne soit rappelé à l'intérieur du cerveau? Il ne fait aucun doute que ces contenus s'actualisent dans le cerveau, exactement comme lorsque nous mettons la radio sur 101,4 FM et qu'une chanson se fait entendre, elle s'actualise dans la radio, elle devient audible dans la radio, ou lorsque vous regardez une émission de télé, elle devient visible sur l'écran de votre téléviseur. Mais où se trouve-t-elle avant de devenir perceptible, avant que vous ayez l'intention? N'oubliez pas, tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir l'intention. Il suffit de vouloir et tout se met immédiatement en place. L'image, le son, la masse spécifique de photons, la séquence temporelle, la propagation du potentiel d'action, la dépolarisation et l'hyperpolarisation du potentiel le long des membranes et les séquences précises de substances chimiques. Et une intention suffit à orchestrer tout cela. Donc, où était-ce auparavant? C'est la question sur laquelle les scientifiques se penchent actuellement, et je tenterai donc de clarifier tout cela dans quelques minutes. Mais auparavant, parlons des 3 ordres d'existence. Le premier ordre d'existence correspond à ce que nous appelons la réalité matérielle. Et comment faisons-nous l'expérience de la réalité matérielle? Nous en faisons l'expérience par nos sens. Et elle consiste en l'univers visible, et cela inclut notre corps physique. Et nous savons que dans la réalité matérielle, le temps est défini. Votre écoute a lieu à un endroit précis, à une heure précise. L'espace, les objets, ont des limites définies. La matière domine l'énergie. La réalité matérielle est tridimensionnelle. Nous l'appréhendons par les 5 sens. Et le temps s'écoule de façon linéaire, passé, présent, avenir. Et cette réalité matérielle comporte certaines autres caractéristiques. Elle se modifie avec le temps. Elle est destructible. Toute chose finit par vieillir, par mourir, et semble-t-il, par disparaître du monde matériel. Dès lors, les organismes naissent et ils meurent. Et telle est la réalité matérielle. Si vous connaissez les lois qui régissent la matière, les lois de la physique, les lois de Newton, les lois de la mécanique linéaire. Et c'est entièrement prévisible. La connaissance des lois naturelles de la dimension physique nous permet, par exemple, de prédire quand aura lieu la prochaine éclipse,
de prévoir le temps qu'il fera, etc., car à ce niveau-ci, le rapport cause à effet est constant. Il s'agit donc du premier niveau de la réalité. Le second niveau de la réalité s'appelle la réalité quantique. C'est à ce niveau que la création s'est amorcée lorsque vous avez pensé à votre mère. C'est à ce niveau que la création commence à se matérialiser. Ainsi, dès que l'idée prend forme en vous, le processus s'enclenche dans la dimension quantique, le terme quantique signifiant ici la dimension de l'information et de l'énergie. Au début du siècle dernier, dès l'année 1903, les scientifiques ont commencé à entrevoir que même les choses que nos sens perçoivent comme des objets solides ne le sont pas en réalité, que l'unité fondamentale de toute matière est un atome et qu'un atome est en fait en majeure partie constitué de vide. Ce qui est souvent illustré par l'analogie suivante. Imaginez que vous êtes à Carnegie Hall et que vous placez un petit grain de sable sur la scène. L'immense salle vide du Carnegie Hall correspond à l'atome et ce minuscule grain de sable au noyau de l'atome. Et si vous examinez ce petit grain de sable, ce noyau de l'atome, vous découvrirez qu'il est en grande partie constitué de vide. Il existe donc des forces au sein de la nature, et ces forces de la nature sont au nombre de 4. L'une est la force gravitationnelle. Nous savons en quoi elle consiste. La force de gravitation nous retient au sol, elle fait tourner le monde, et elle maintient les planètes en orbite autour du Soleil. La deuxième force, c'est l'électromagnétisme, qui combine l'électricité et le magnétisme, les deux étant interchangeables. Il existe 2 autres forces de la nature, des forces de nature subatomique qu'on désigne comme la force forte et la force faible. Et aujourd'hui, plus de 70 ans après la découverte de la physique quantique, les recherches nous amènent vers la théorie de champ unitaire. La majorité des scientifiques envisagent de plus en plus sérieusement la possibilité que ces 4 forces soient les manifestations d'une seule et même force. Cette force adopterait des comportements différents qui seraient à l'origine de la force gravitationnelle ou de la lumière, de l'électricité, du magnétisme, où elle créerait ces relations subatomiques. Mais il s'agirait toujours de la même force. Et au bout du compte, au niveau le plus fondamental, cette force est lumière. Par conséquent, nous sommes des êtres de lumière dans un univers fait de lumière, et nos pensées sont, elles aussi, des amas de photons. Et ces photons qui apparaissent dans notre cerveau lorsque nous avons une pensée se déplacent si vite, ils apparaissent et disparaissent si rapidement qu'il est difficile de les repérer à l'heure actuelle. On les appelle photons virtuels, car ils disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. C'est la raison pour laquelle il est difficile de maintenir très longtemps une image sur l'écran de votre esprit. Elle vacille, elle apparaît, puis disparaît. Voilà pourquoi on les appelle photons virtuels, par opposition à ce que nous appelons simplement photons réels. Les photons réels sont des photons qui peuvent être capturés, disposés dans un certain ordre et enregistrés. Ainsi, lorsque vous écoutez une bande audio ou un CD, que vous regardez un film ou une émission de télé, il s'agit de photons réels. Et si vous voyez plutôt ces images dans votre tête, dans votre esprit, il s'agit de photons virtuels. Et la différence n'est pas énorme. Elle se situe au niveau de la période, de la vitesse à laquelle ils apparaissent et disparaissent. Aussi pourrait-on dire que les photons virtuels correspondent à de l'information subjective et les photons réels à de l'information objective, par exemple sur un CD ou un CD-ROM ou une bande magnétique ou une carte de crédit. Vous savez, l'information enregistrée sur votre carte de crédit est constituée de photons, d'un assemblage de photons. Donc, la technologie permet actuellement de coder toute information sous forme de photons, et c'est également sous la forme de photons que nous faisons l'expérience de la pensée. À ce niveau, donc, l'énergie existe. Le temps, l'espace, commencent à exister. À ce niveau, les événements sont incertains. C'est en raison d'un principe de la physique, il s'agit du principe d'incertitude d'Heisenberg. À ce niveau, l'objet
est à la fois onde et particule. Et seules les probabilités peuvent être mesurées. La cause et l'effet sont fluides, ce qui signifie qu'il n'y a pas de rapport de cause à effet. Seule existe l'interaction quantique, et la naissance et la mort se produisent à la vitesse de la lumière. Et l'information est codée dans l'énergie, tout comme elle l'est dans la bande magnétique ou la puce de votre carte de crédit. Naissance et mort se produisent à la vitesse de la lumière. Si vous le voulez bien, prenons un moment pour tenter de mieux comprendre, car c'est tout à fait fascinant. Alors quand je vous regarde, je vois un corps physique tridimensionnel. En réalité, ce corps est constitué d'atomes, c'est ce que les physiciens nous disent. Et ces atomes sont constitués de particules subatomiques, électrons, photons, bosons, mésons, leptons, quarks, etc., quel que soit leur nom. Mais au niveau le plus fondamental, ce sont des unités de lumière. Donc, vous êtes constitué de lumière. Et quelle est la vitesse de la lumière? Sa vitesse est d'environ 300 000 km par seconde. En fait, vous apparaissez et disparaissez à la vitesse de la lumière à 300 000 km par seconde. Vous oscillez entre existence et non-existence. Mais ce que je vois devant moi, ce sont des corps physiques tridimensionnels. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que mes sens sont incapables de traiter l'information lumineuse à la vitesse où cela se produit. Le même phénomène se produit lorsque vous allez au cinéma. Que se passe-t-il? Vous voyez des personnes se déplacer à l'écran. Mais si vous vous rendez ensuite dans la cabine de projection, que voyez-vous? Une image est placée devant le projecteur, puis il y a un noir. Une autre image est projetée, puis il y a un autre noir. Il y a des images, et entre les images, il y a des noirs. Il en va de même pour vous. Vous apparaissez, puis il y a un noir, vous disparaissez, il y a un noir, et vous apparaissez de nouveau dans la dimension matérielle. Et pourquoi l'œil ne peut-il traiter cela? Parce que nous ne pouvons percevoir plus de 24 images par seconde. Les noirs entre les images durent trop peu de temps pour que l'œil humain les perçoive. Vous avez l'illusion d'un film continu. Vous voyez simplement un film. La perception est un processus bizarre. Il faut 3 secondes à l'œil de l'escargot pour m'apercevoir. C'est le temps nécessaire pour que son système nerveux traite l'information lumineuse. Aussi, supposons par exemple qu'un escargot me regarde. Je quitte la pièce, je commets un meurtre, et je reviens dans la pièce, tout cela en moins de 3 secondes. L'escargot ne s'est pas rendu compte que j'ai quitté la pièce. Il pourrait me fournir un excellent alibi devant la cour. Ce que je veux dire au fond, c'est que nous ne pouvons nous fier à nos sens, si bien que littéralement, à ce niveau, nous naissons et nous mourrons à la vitesse de la lumière à 300 000 km par seconde. Plusieurs analogies pourraient vous aider à mieux comprendre ce phénomène, mais je ne veux pas me lancer sur ce sujet davantage pour l'instant, car cela devient trop technique. Je vais simplement vous proposer 1 ou 2 analogies. Lorsque vous voyez une vague venir vers vous, vous savez, vous êtes assis sur la plage face à l'océan, et vous voyez une vague venir vers vous. Croyez-vous que quelque chose s'avance réellement vers vous? Nous présumons tous que la vague vient vers nous, mais c'est faux. Ce qui se produit, c'est qu'un mouvement agite la surface de l'eau. Elle s'élève et s'abaisse, puis juste à côté, elle s'élève et s'abaisse, dans un mouvement de montée et de descente successif. Et ce que vous voyez, c'est que quelque chose vient vers vous, mais c'est un artefact visuel. Rien ne s'avance. Il suffit de lancer un bouchon de liège dans cette direction. Avez-vous déjà observé un bouchon de liège monter et descendre avec les vagues? Ou un personnage traverser l'écran de votre téléviseur de gauche à droite? En réalité, il ne bouge pas. Il y a des éléments luminescents qui clignotent successivement et le font si rapidement que vous voyez quelque chose se déplacer, mais il n'y a aucun mouvement. Les grands sages indiens, dans le Vedanta, parlent alors d'une illusion de nos sens. Et c'est l'univers quantique. D'où vient ce souvenir? D'où cela vient-il? C'est l'âme, comme on l'a dit un peu plus tôt. Et à mon avis, c'est le plus loin où nous pouvons aller.
Tous nos souvenirs résultant du karma, nos expériences passées, sont enregistrés. L'interprétation de nos souvenirs, donc, sont enregistrés quelque part, dans les archives akashiques, selon les Vedanta. Ce champ akashique est divisé en 3 niveaux, et il correspond à l'ordre sublatent de l'existence, une zone qui précède même le champ quantique. Et c'est ce que nous appelons le champ virtuel. Dans le champ virtuel, il n'y a pas d'énergie, pas de temps. Ce champ est sans limite, le tout existe en chaque point. Il est éternel, immortel, au-delà de la naissance et de la mort, acausal, sans lien de cause à effet. Le silence y est infini, de même que le potentiel créatif et le pouvoir structurant. Il est à la fois d'un dynamisme et d'une intelligence infinie. Et il est la source de tout ce qui existe, y compris de notre âme et de notre esprit. Or, quelle preuve avons-nous pour affirmer ceci? C'est ce que la physique, les théories de la grande unification sont en voie de découvrir. Lorsqu'elles décrivent ce champ unifié, elles lui attribuent ses propriétés. Alors, envisageons la réalité à ce niveau que l'on appelle l'ordre manifesté de l'existence. Le mot manifesté veut dire visible. L'ordre manifesté de l'existence existe sous 2 formes. L'une est objective, vous pouvez l'apercevoir, l'autre est subjective, vous pouvez en faire l'expérience mentalement. C'est l'ordre manifesté de l'existence, le présent mouvant. Et disons que c'est moi, ici, en ce moment même, faisant l'expérience du présent, à la fois objectivement par la perception sensorielle, et subjectivement dans ma pensée et mon imagination. L'ordre manifesté, c'est l'amas des photons. Par conséquent, le domaine quantique et le domaine physique correspondent à l'ordre manifesté de l'existence, et celui-ci procède d'un ordre sublatent de l'existence, un domaine hors du temps, où le temps n'existe pas, non localisé. Non localisé signifie qu'il opère au-delà de la portée de l'espace et du temps, au-delà du domaine quantique. Et il comporte 3 niveaux. Un niveau personnel, que l'on peut appeler âme, un niveau collectif, qui correspond à l'héritage spirituel de nos ancêtres, ainsi qu'au karma collectif, à l'imagination collective, à la mémoire collective, etc. C'est ce que l'on appelle les archives akashiques. Et au niveau le plus profond, le passé, le présent et l'avenir font tous partie d'un continuum sans commencement ni fin. Alors pour mieux visualiser ce qui vient d'être dit, imaginons par exemple que vous êtes en train de lire un ouvrage. Et cet ouvrage est un récit, et supposons qu'il s'agit de votre histoire. Et vous êtes à la page 163. C'est le présent en mouvement. Mais dans ce livre, il y a aussi la page 24. La page existe dans ce livre au même moment. Elle n'est pas quelque part dans le passé. Vous avez simplement ouvert le livre à la page 163. Il y a aussi dans le livre au même moment la page 123 et la page 254. Ces pages ne font pas partie de votre expérience dans l'instant présent, car vous êtes à la page 163. Alors, la page 254 correspond à l'avenir, la page 24 au passé. Elles sont là, toutes les 2 dans le livre, au même moment. Or, il arrive, de temps à autre, que grâce à la discipline spirituelle, qui est une forme d'entraînement, ou grâce à un apprentissage, mais il arrive parfois que la nature produise un quark. Vous savez, il arrive que le système nerveux d'une personne, subitement, soit en mesure d'accéder à l'information depuis cette zone, au-delà du temps. Ce sont les voyants et les prophètes, ou le devin qui prédit l'avenir. Ou encore, à cause de la présence de quarks dans son système nerveux, une personne peut accéder à l'information depuis cette zone, au-delà du temps, au sujet des vies antérieures ou d'expériences antérieures. Ou parfois l'information apparaît subitement à l'intérieur de plusieurs systèmes nerveux, à l'intérieur de votre système nerveux et du mien en même temps. Dans cette zone, dans le champ au-delà du temps, il y a une semence d'information,
et votre système nerveux et le mien actualisent cette information au même moment. Ce phénomène s'appelle synchronicité. Vous et moi avons la même idée au même moment. Ou vous avez ces enfants prodiges, de jeunes génies des mathématiques. Certains peuvent être si limités à d'autres niveaux qu'ils sont même incapables de se vêtir seuls, mais demandez-leur d'effectuer un calcul mathématique, et ils feront mieux que n'importe quel ordinateur. Et d'où vient leur génie? Eh bien, l'ordre sublatent de l'existence est un domaine mathématique. Vous savez, Dieu existe et il doit être un mathématicien, car tout ce qui existe dans l'univers se conforme aux lois des mathématiques et de la géométrie. Les lois de la physique sont des lois mathématiques. La musique aussi a ses lois, ses rythmicités propres, qui sont exprimées par ces lois mathématiques. Donc vous avez ces enfants prodiges, ces êtres tels que Beethoven ou Mozart, ou une personne qui, de façon fortuite, entre en résonance avec un champ d'information et actualise immédiatement cette information en provenance de ce champ, les rythmes propres à cet ordre sublatent de l'existence. Donc, si vous comprenez bien ce modèle, vous verrez que notre véritable demeure n'est pas de ce côté-ci, dans l'intermittence. Notre demeure véritable est plutôt de ce côté, dans l'éternité, le silence, l'inexprimé, sauf lorsqu'il s'actualise dans la réalité quantique et physique, et que ce que nous appelons une âme issue de ce champ se réinsère dans l'ordre manifesté de l'existence. Mais l'âme n'est pas une entité figée. Car l'âme est un champ de conscience dynamique, continuellement soumise au changement, de la même façon que votre corps physique. Vos émotions, votre mental, sont soumis au changement. Votre âme est, elle aussi, un champ dynamique, que chaque expérience rend légèrement différente. Vous êtes aujourd'hui une personne différente de celle que vous étiez il y a 20 ans, à tous les niveaux. Et même à ce niveau, car chaque nouvelle expérience, chaque nouveau karma, engendre en vous des souvenirs, des désirs nouveaux, etc. Donc, ceci soulève une question complexe. Où est votre être véritable? Où est la véritable personne? Et ce que l'on appelle un individu, est-ce que cela existe vraiment? La réponse est la suivante. Au niveau le plus profond, il y a simplement un champ karmique, un champ de souvenirs, de désirs en constante transformation. Vous savez, je suis très différent aujourd'hui, je ne parle pas de l'aspect physique ou émotionnel, mais même au niveau de la personnalité, je suis une personne différente de celle que j'étais il y a 20 ans, disons. Différente de celle que j'étais il y a 40 ans, 60 ans, et au-delà dans l'ordre sublatent, il y a 150 ans, 200 ans ou 500 ans. Le point A ne ressemble plus du tout au point B. C'est un champ dynamique en constante transformation. Aussi, n'existe-t-il aucun objet fixe à propos duquel on peut dire « cette personne ». Aussi, à ce stade-ci, je crois qu'il y a bien des choses encore à dire au sujet de Dieu, de l'âme, etc. Ce qu'il faut souligner ici, c'est que si vous comprenez cet énoncé, vous serez prêt à explorer, même à expérimenter ce que les gens ont considéré jusqu'ici comme des réalités alternatives. Car ce dont nous faisons l'expérience à un moment quelconque ne correspond en fait qu'à une parcelle d'information de ce champ qui s'actualise. Et en naviguant dans l'ordre sublatent de l'existence, il est possible d'accéder à la compréhension de ce que l'on appelle les vies antérieures, les vies futures, la synchronicité, la dimension du miracle. Parce qu'il existe des semences de matérialisation ici, ce que l'on appelle, selon la mécanique quantique, des corrélations acausales et non locales, qui expliquent de façon limpide comment cette toile du karma crée des événements dans l'espace-temps et façonne les destinées. Je crois que pour mieux illustrer ce qu'est une semence de la matérialisation, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue et qu'a vécue également mon ami Ariel. Alors laissez-moi vous raconter l'histoire de l'omelette aux champignons. Voilà ce qui s'est passé. Nous étions en Égypte en route pour l'Inde.
Et nous avons mis énormément de temps à quitter l'Égypte. Vous savez, il s'agissait d'un voyage de groupe et nous avons passé de longues heures coincés à l'aéroport en pleine nuit. Ariel m'a demandé « À quoi pensez-vous » Je lui ai répondu « C'est bizarre, je le sais, mais je me dis que j'aimerais bien manger une omelette aux champignons. » Les gens commençaient à s'impatienter, ils avaient hâte de quitter l'Égypte, et cela me revenait constamment en tête, une omelette aux champignons. Cette pensée m'était venue spontanément, et elle ne me quittait plus. Nous avons finalement quitté l'Égypte, le Caire, et nous sommes arrivés en Arabie Saoudite, où nous avons passé des moments difficiles. Nous étions les seuls passagers en transit, et c'était la période du Hajj. Il y avait une foule de pèlerins, un chaos indescriptible. Et nous n'avons pu quitter l'Arabie Saoudite que 6 heures plus tard, après avoir récupéré nos bagages, passé de multiples points de contrôle, subi des fouilles, des vérifications injustifiées de notre identité, etc. Et pendant tout ce temps, Ariel me demandait de temps à autre « À quoi pensez-vous » Je répondais « Je n'arrive pas à chasser l'omelette aux champignons de mes pensées. » Donc nous sommes finalement montés à bord de l'appareil de Saudi Arabian Airlines. On nous avait presque refusé l'accès d'ailleurs, sous prétexte qu'il n'y avait aucun siège disponible. Une fois à bord, nous avons constaté que nous étions les seuls passagers en première classe alors qu'on nous avait affirmé plus tôt que c'était complet. De toute façon, nous sommes montés à bord et l'avion a décollé. L'agente de bord s'est approchée et la première chose qu'elle m'a demandé, c'est « Prendrez-vous une omelette aux champignons ?» C'est à ce moment qu'Ariel a failli s'évanouir. Elle m'a demandé plus tard si j'avais pensé à une omelette aux champignons parce que je savais à l'avance que l'omelette serait là, ou si c'est mon intention qui avait créé cette omelette. Je lui ai expliqué que l'omelette existait dans l'ordre sublatent. La question exige un long développement. Elle est particulièrement intéressante. Est-ce par mon intention, mon désir, que j'ai actualisé l'omelette? Ou alors savais-je à l'avance qu'elle serait là? Nous pourrions très bien discuter encore longtemps de la question. Mais la réponse, c'est que l'omelette, vous, moi, Saudi Arabian Airlines, l'Égypte, le proposé des douanes qui refusaient de nous laisser passer, un autobus et autour d'eux un univers entier, autour de chacune de ces personnes, une conspiration de l'univers entier, ni vous ni moi ne l'avons actualisé. Nous étions tous à l'intérieur de cette semence, d'un point de vue karmique. Et il existe plusieurs semences semblables dans l'ordre sublatent de l'existence. Or, si vous voulez vraiment que j'explique tout cela, permettez-moi une parenthèse. Voici comment tout cela fonctionne, et c'est la magie de la physique quantique. On prétend, et même les physiciens quantiques le prétendent, que si vous affirmez comprendre la physique quantique, c'est que vous ne la comprenez pas. Car non seulement est-elle plus étrange que nous le pensons, elle est plus étrange encore que nous ne pouvons le concevoir. Toutefois, nous pouvons nous en approcher. Les découvertes qui ont posé les bases de la physique quantique remontent au début du XXe siècle et à l'allemand Werner Heisenberg, qui a été l'un des grands scientifiques de l'époque. Et, en physique quantique, il existe un principe que l'on désigne comme le principe d'incertitude d'Heisenberg. Voici en quoi consiste le principe d'incertitude d'Heisenberg. Heisenberg affirme qu'au niveau le plus fondamental, lorsque l'on envisage les lois de la physique, on découvre que ce qui existe, c'est la lumière, comme nous l'avons dit précédemment. Et la lumière peut voyager sous la forme d'ondes, ce qu'elle fait à la vitesse de 300 000 km par seconde. En certaines circonstances, la lumière agit comme une onde, en d'autres circonstances, la lumière agit comme une particule. Est-elle onde ou particule? Et même Einstein demeura perplexe quand Heisenberg a déclaré « Cela dépend de la question que vous posez ». Si votre question est de type ondulatoire, la lumière dira « Je suis une onde ». Si votre question est de type particulaire, la lumière dira « Je suis une particule ». En d'autres termes, la réponse de la lumière dépendra de vous et du type d'expérience que vous réalisez. Ce qu'avance Heisenberg, c'est que les deux propriétés ne peuvent exister simultanément. Par conséquent, la lumière aura une fonction ondulatoire
où elle aura une fonction particulière, mais elle ne pourra avoir les deux fonctions en même temps. C'est l'incertitude. On pourrait aussi l'exprimer de cette façon. Il est possible ou de connaître la vitesse d'une particule, ou de connaître sa position. Si l'on connaît la position, il s'agit de la particule. Si l'on connaît la vitesse, il s'agit de l'onde. Mais on ne peut connaître les deux données à la fois. Or voici l'expérience qui a été réalisée au début du XXe siècle et qui a laissé tout le monde stupéfait. Imaginons un contexte où nous avons, disons, la particule A et la particule B, des particules subatomiques. Ces deux particules entrent en collision. Elles sont faites pour entrer en collision. En conséquence de cette collision, elles subissent une transformation. Vous savez, chaque fois que des particules subatomiques entrent en collision, elles échangent des photons. L'une perd un photon, l'autre gagne un photon. Elles deviennent donc différentes. Comme lorsque vous rencontrez une autre personne et que vous nouez une relation avec elle. Vous n'êtes plus tout à fait la même personne. Avant cette relation, vous étiez une personne, et après, vous êtes une autre personne, car il y a eu échange d'énergie. Ainsi, le même phénomène se produit au niveau des particules subatomiques. Alors, lorsque A et B se rencontrent et entrent en collision, A devient A1 et se déplace vers une extrémité du cosmos, une extrémité de l'univers. B devient B1 et il se déplace vers une autre extrémité du cosmos. Alors vous, l'expérimentateur, le physicien, entrez en scène et dites « Je me demande où est A1 et ce que A1 peut bien faire. » Et selon le principe d'incertitude d'Heisenberg, la réponse sera « Vous savez, je peux uniquement vous dire l'une ou l'autre de ces choses au sujet de A1. Je peux vous dire où est A1, mais je ne peux pas vous dire ce qu'il est occupé à faire, ce qu'il fait. Ou, si vous me demandez ce qu'il fait, je vous dirai ce qu'il fait, mais je ne vous dirai pas où il est. Et c'est une loi de la physique. Vous ne pouvez connaître les deux données à la fois. Il vous faut donc déterminer si vous désirez savoir ce que fait A1, ce qu'il manigance, et si je peux vous répondre, je ne pourrai alors vous dire où il se trouve. Ou vous pouvez me demander où il est, et je pourrai vous dire où il se trouve, mais il me sera impossible de vous dire ce qu'il fait. Et cela vaut aussi pour B1. Passons maintenant aux lois. Vous avez saisi le principe fondamental d'Heisenberg. Je suis l'observateur, le physicien, et je dis « D'accord, alors dites-moi simplement où est A1. » Je ne veux pas savoir ce qu'il fait puisque c'est impossible. Je ne peux savoir qu'une chose ou l'autre. Alors dites-moi simplement où se trouve A1. La façon dont l'expérience est construite permet immédiatement de savoir où est A1, mais en sachant où se trouve A1, je sais aussi où B1 se trouve. Telles sont les lois mathématiques. Et je le sais plus vite que la vitesse de la lumière. Je veux dire que A1 n'a aucunement le temps d'envoyer un message à B1. Voici où je me trouve. Il suffit de savoir où A1 se trouve pour savoir automatiquement où est B1, simultanément, de façon synchronistique, en même temps. Et je ne peux pas savoir ce que fait B1, puisque la question posée sur A1 a déterminé à l'avance ce que je pouvais savoir à propos de B1. Ce qui, selon les physiciens, s'explique comme suit. Et c'est en ce sens qu'ils emploient l'expression interrelativité quantique acausale non locale. Ce qu'ils avancent, ce que les physiciens disent, c'est « Voilà, moi, le scientifique, la question que j'allais poser, vous savez, j'aurais pu poser l'une ou l'autre de ces deux questions. Où est A1? Que fait A1? La question que j'ai posée, c'est « Où est A1? » Mais moi, l'homme de science, la question que j'allais poser, le comportement de A1 et le comportement de B1 étaient tous contenus dans une semence, dans l'ordre sublatent de l'existence. Ils étaient en germe dans cette même semence, exactement comme lorsque vous dites « il y a une semence, puis il y a une feuille, une tige, une fleur, et puis un fruit ». Ils sont tous en germe dans une même semence. Et la feuille ne provoque pas l'apparition de la fleur, ou la fleur ne cause pas l'apparition du fruit. Ils sont acausales, c'est-à-dire que dans l'univers de la mécanique quantique, il n'y a pas de rapport de cause à effet entre leur apparition. Ils sont en interrelation quantique
à l'intérieur de cette semence. De façon semblable, il existe plusieurs semences karmiques. Donc, elle a simplement choisi ceci. Or, selon ce principe, que j'ai soudain posé cette question, que je me sois adressé à cette personne plutôt qu'à tout autre, ce choix qu'elle a fait, tout ceci était inclus dans cette même semence, et la question qu'Ariel a posée faisait également partie de cette semence. De toute évidence, une question se pose alors, est-ce que tout est décidé à l'avance? Nous ne sommes donc pas libres. L'univers entier est-il prédéterminé? Toute chose, même nos pensées, l'omelette aux champignons ou quoi que ce soit, l'Arabie saoudite, les compagnies aériennes, est-ce que tout est prédéterminé? Les physiciens répondent, et non seulement ils emploient le terme déterminisme, ils parlent de surdéterminisme. Le surdéterminisme, c'est le champ chaotique. En fait, ils emploient le terme chaos surdéterministe dans ce domaine particulier. Or, c'est ce que disent les physiciens. Mais le Vedanta répond non. L'univers est uniquement déterminé dans l'état d'ignorance, non dans l'état d'éveil. Car lorsque vous êtes éveillé, vous dites « Oh, il y a cette semence-ci, cette semence-là, puis cette autre et cette autre. Laquelle devrais-je matérialiser ?» Si vous dirigez votre attention sur une semence, si vous comprenez le processus, vous comprenez alors comment certaines personnes arrivent à matérialiser des choses. Si l'on revient à l'anecdote de l'omelette aux champignons, certaines personnes pourraient penser que ma perception, mon intuition de l'omelette aux champignons m'a permis de créer une sorte de passage pour échapper à ces multiples contretemps et à cette situation potentiellement dangereuse. Mais je leur répondrai alors que c'est une interprétation, et que cette interprétation est également contenue d'un point de vue karmique dans un certain pattern. Je n'aurais pas interprété les choses de cette façon car cela m'apparaissait comme un endroit tout à fait idéal. Or, bien sûr, Ariel n'était pas du même avis. Elle avait l'impression que c'était un endroit extrêmement dangereux. Pourquoi alors nos interprétations différaient-elles sur ce point? C'est aussi en raison de nos expériences passées. Mes expériences sont différentes, par conséquent, mon interprétation karmique sera différente. Son interprétation différera. Est-ce qu'une interprétation a plus de valeur que l'autre? Non. Le fait est qu'il s'agit simplement d'un pattern à l'intérieur du champ quantique. C'est tout ce que l'on peut en dire. Sauf peut-être ajouter que c'est morphique, puisque le terme morphique signifie simplement faire naître la forme. Chaque semence est soumise à la résonance morphique. J'aimerais revenir aussi sur les propriétés de l'onde et de la particule. Puisqu'elles existent simultanément, on pourrait penser qu'elles sont contradictoires en un sens. Et c'est juste, elles sont complètement contradictoires. L'onde est en extension et non localisée. Elle consiste en une probabilité statistique d'amplitude, alors que la particule est un objet. Et pourtant, cet objet se comporte soit comme une onde, soit comme une particule. Cela dépend de l'observateur qui pose la question. Voyez-vous le véritable mystère ici, et le mystère n'en est plus un lorsque vous commencez à le déchiffrer? Lorsque nous pensons à la science, ce qui nous vient immédiatement à l'esprit, c'est l'objectivité. Nous affirmons que le scientifique doit conserver une parfaite objectivité. Cela suppose automatiquement que le scientifique puisse quitter son poste d'observateur, qu'il cesse d'observer. Mais comment le pourrait-il? Il fait partie de la même semence. Le scientifique, le cosmologue, est aussi une expression des lois du cosmos. Le physicien est également une expression des lois de la physique. Il a fallu énormément de temps aux scientifiques simplement pour qu'ils comprennent qu'ils sont leur subjectivité. Leur subjectivité et les questions qu'ils posent sont, elles aussi, déterminées par les lois de la physique qu'ils tentent d'approfondir. Il y a un passage remarquable dans un poème de Rumi. « J'ai vécu au bord de la folie, frappant à une porte, cherchant le pourquoi des choses. La porte s'est ouverte,
c'était moi qui frappais de l'intérieur. C'est l'expérience que les scientifiques doivent faire. Vous ne pouvez sortir à l'extérieur, vous faites partie de l'observation. L'observateur est inclus dans l'observation. Et alors ce qui se produit, ce qui est actualisé, c'est ce qui est chargé de sens pour nous. Si l'on pense par exemple à l'expérience du déjà-vu, permettez que je vous donne un exemple. Il s'agit d'une expérience personnelle. Je suis allé en Floride récemment et on m'a dit que j'allais demeurer à tel hôtel. Je me suis dit que ce nom m'était familier, mais je ne me rappelais pas être déjà descendu à cet hôtel. Et aussitôt que je suis entré dans cet établissement, j'ai tout de suite eu l'impression d'être déjà venu à cet endroit. En pénétrant dans le hall, j'ai aperçu un petit café. J'ai eu le souvenir de m'être assis dans ce café et d'avoir eu une conversation avec un étudiant en médecine qui travaillait comme serveur dans ce café. Je me souvenais de tout. Or, dans mon cerveau, cela s'est actualisé comme une expérience de déjà-vu. Mais en fait, il s'agissait d'une expérience réelle qui remontait à quelques années, une expérience dont je me suis finalement souvenu. Si je vous demande, vous rappelez-vous la dernière existence que vous avez vécue? Certains répondront oui, je me souviens que telle chose s'était produite. Vous souvenez-vous de ce que vous avez mangé mercredi dernier au repas du soir? Non, mais vous vous rappelez votre dernière existence terrestre. Ce qui est étonnant, voyez-vous, c'est que certaines personnes arrivent à se rappeler leur dernière existence terrestre, mais vous n'avez aucun souvenir de ce que vous avez mangé au repas du soir il y a 2 semaines. Ce dont nous nous souvenons, en fait, toute l'information est là, dans l'ordre sublatent de l'existence, dans cette banque d'images, elle est déjà là. Mais ce qui s'actualise d'emblée, c'est ce qui est important pour nous sur le plan émotionnel. Alors si mercredi dernier cette femme avait rencontré un type génial, et qu'ils étaient allés dîner ensemble pour la première fois dans un restaurant chic, et qu'il lui avait dit « je t'aime » et lui avait offert des fleurs, elle se souviendrait des mets qu'elle a dégustés ce jour-là et de bien d'autres détails de ce dîner. Alors, je le répète, ce qui se produit, ce qui est actualisé, c'est ce qui est chargé de sens pour nous. Et vous savez, c'est totalement subjectif. Si nous lui donnons un sens, cela devient important pour nous. Nous sommes peut-être les seuls pour qui cette chose est importante. Tout revêt une importance égale dans l'ordre sublatent de l'existence. Et par conséquent, vous pouvez actualiser de l'information du passé, de ce que l'on appelle le passé, mais il est possible également d'actualiser de l'information de ce que l'on appelle l'avenir, car le passé et l'avenir n'existent pas dans l'ordre sublatent de l'existence. Le temps n'existe pas. Le temps est un artefact perceptuel, totalement. Vous êtes soumis à l'expérience du temps, mais cela dépend de l'endroit d'où vous observez. Quelqu'un m'a demandé déjà où je situais Dieu dans ce domaine sublatent, quelle place il avait. Cela exige de longues explications, mais en quelques mots, Dieu correspondrait au potentiel mesurable de tout ce qui fut, ce qui est, ce qui sera. Cependant, notre expérience personnelle du divin dépend de nos origines biologiques du moment. Très brièvement alors. Il existe divers modes de réaction en présence d'une situation donnée. Le premier mode est celui de la lutte ou de la fuite. Le second mode est réactionnel. Au lieu de riposter, nous manipulons, nous faisons semblant, nous tirons les ficelles, nous manœuvrons, comme les politiciens savent si bien le faire. Le troisième mode correspond à la sérénité intérieure qui est atteinte par la méditation. Le quatrième mode est intuitif. Vous savez tout à coup quelque chose, et l'origine de cette information se situe au-delà de votre pensée rationnelle. Le cinquième mode de réaction est créatif. Vous créez quelque chose qui ne semble pas exister aux yeux d'autrui, mais vous pouvez le voir, comme lorsque vous créez un ange dans votre conscience. Cet ange existe-t-il? Il existe pour vous. Vous l'avez créé dans votre imagination. Est-il moins réel pour autant? Non, pas pour vous.
Et la personne qui a acquis une certaine compréhension de la conscience vous dira que de toute manière, tout est créé dans l'imagination, même le monde physique. Alors cet ange n'est pas moins réel que ce monde physique, ou n'est pas plus réel que ce monde physique. Voilà pour le mode créatif. Et ensuite, il existe au-delà ce que nous appelons le mode visionnaire, où il est possible de percevoir ce que j'appelle le fil caché des événements au sein de l'univers multidimensionnel. Et puis, il y a le mode sacré où vous ne faites plus qu'un avec la source. Donc, votre expérience du divin sera différente suivant chacun de ces modes. Un jour où j'avais présenté cette explication de l'expérience du divin, une personne dans l'assistance m'a demandé où je voulais en venir avec cette explication et pourquoi. J'ai trouvé sa question intéressante et je lui ai répondu ceci. Il est possible de répondre aux questions « quoi » ou « comment », mais la question « pourquoi » est sans réponse. Dieu seul aurait une réponse à ce « pourquoi ». C'est une question à laquelle il est impossible de répondre en fait. Il n'est pas si difficile de répondre à la question « comment », mais « pourquoi » c'est impossible. Même le Vedanta, la plus haute forme de cette sagesse, les védantistes diraient « ne posez pas cette question, on ne sait pourquoi ». Puis elle m'a interrogé au sujet de la particule et de l'onde. Selon elle, partant du principe que la conscience est le tissu de toute chose, le fait que la conscience soit partout apportait une réponse à la question « où est la particule ?» Et puisque nous avions la réponse à cette question, il nous était possible de répondre à la question « que fait la particule ?» Je lui ai répondu ceci. S'il est exact d'affirmer que la conscience est partout, il faut préciser que la conscience est partout de façon générale. Elle n'est nulle part en particulier. Alors vous savez, lorsque nous parlons de la conscience, soit elle est partout, soit elle est nulle part. Les deux énoncés s'appliquent, car il en va ainsi dans notre champ. Notre champ est non local. Et vous savez, lorsque l'on déclare que la conscience est partout, du moins est-ce ainsi que l'être humain aime imaginer les choses, ici, là et partout. Mais partout, lorsqu'on applique ce terme à la conscience, cela signifie au-delà du temps et de l'espace. Aussi est-ce nulle part dans l'espace ou le temps. C'est ce que cela veut dire omniscient, omniprésent, omnipotent. Ces termes s'appliquent à un ordre d'existence acausal et non local. Et même il n'est pas juste de poser la question « où est-elle ?», car aussitôt que vous utilisez le mot « où », cela suggère une notion d'espace. La conscience est manifestée partout et elle est non manifestée partout. Elle est dans l'ordre sublatent de l'existence, ce dernier étant non local, acausal, non spatial, intemporel et non dimensionnel. Or, en fait, la conscience se manifeste partout sous forme d'information, d'énergie et de matière. Eh bien, non satisfaite de ma réponse, cette auditrice, après m'avoir fait confirmer une nouvelle fois que tout était conscience, a répété que si tel était le cas, on pouvait avoir une seule question au sujet de la particule, soit « que fait la particule ?» J'ai dit « que fait la particule ?» Elle pose cette question en ce moment. Et quelle est la réponse à cette question? À vrai dire, elle fait tout. Elle pose la question. Elle dit « je ne connais pas la réponse ». Mais en même temps, elle est cette feuille. Et en même temps, elle est cet amas de nébuleuses au fin fond de l'espace, et les trous noirs qui absorbent la lumière, et tout cela. Et quand je parle du principe d'incertitude d'Heisenberg, je fais allusion à la relation d'incertitude onde-particule. C'est tout. Il est possible à ce stade-ci que vous vous demandiez si vous avez le libre arbitre. Par exemple, lorsque vous vous rendez à la bibliothèque, choisissez un livre, décidez de le lire ou non.
Usez-vous de votre libre arbitre? Prenons l'exemple suivant. Je demande à cette personne de choisir ceci ou cela, et elle choisit immédiatement ceci. Mais en réalité, si elle était vraiment libre, elle dirait « Je ne choisis pas, je vais faire une promenade à pied, ou je vais écouter de la musique. » Une multitude d'options s'offre à elle, n'est-ce pas? Mais elle n'a pas exercé sa liberté de choisir. Elle a dit ceci. Le même phénomène se répète pour nous. Le conditionnement nous transforme en paquets de nerfs et de réflexes et nous fait adopter des comportements prévisibles lorsque nous sommes provoqués par autrui ou par les circonstances. Je savais qu'elle poserait tel ou tel geste. Or, il appert que 99,9% d'entre nous, 99,9% du temps, sommes persuadés que nous disposons du libre arbitre, mais en réalité, nous n'exerçons pas vraiment notre pouvoir de choisir. Lorsque des gens et des circonstances nous provoquent, les événements spatio-temporels sont déclenchés en fonction de probabilités statistiques. Et vous savez, c'est d'ailleurs pourquoi il est possible de mener des sondages. Après avoir interrogé 1% des gens, on affirme « Cette personne remportera la victoire avec 64% des votes ». Combien de personnes ont participé à ce sondage? 2% de la population. Et on vous prédira le résultat, car vous savez, la conscience, de la façon dont elle opère au niveau des masses, la majorité des gens sont prévisibles. À ce niveau, donc, il n'y a pas de pleine liberté de décision. Mais pour répondre à votre question, est-ce que le libre arbitre existe? La réponse est évidemment oui, mais pas de la façon dont vous l'expliquez. La pleine liberté de décision existe et la liberté véritable existe, mais uniquement lorsque vous êtes en état d'éveil. Sinon, vous présumez simplement que vous avez la pleine liberté de décision. Car si je vous insultais à l'instant, vous seriez vexé, n'est-ce pas? Mais, si vous aviez pleinement la pleine liberté de décision, vous ne seriez pas vexé. Vous diriez, par exemple, « C'est un commentaire intéressant. » C'est pourquoi la réalité quantique nous éclaire à ce niveau. Pourquoi? Parce que plus vous devenez imprévisible, plus vous êtes libre. Plus vous devenez imprévisible, plus vous êtes en mesure d'accéder à votre créativité. Aussi, les sages, les psychotiques et les génies ont-ils un point en commun? Ils ont quitté le cadre du prévisible. Et qu'en est-il alors du karma collectif, me demanderez-vous? Voyez-vous, les gens ont souvent une compréhension imparfaite du karma. Le terme karma signifie accumulation d'expériences. Vous savez, le terme sanskrit karma se traduit littéralement par acte ou acte source d'expérience. Par conséquent, boire une tasse de café est un geste karmique qui produit un souvenir. Ainsi, l'ordre d'existence sublatent collectif correspond à la mémoire collective, non seulement de nos ancêtres, mais aussi de celle de l'espèce et des autres espèces. Suivant un concept de la biologie, l'ontogénèse, le développement de l'individu, récapitule la phylogénèse, l'évolution des espèces. L'un est le reflet de l'autre. Cela signifie que l'individu contient toutes les expériences. Quand vous êtes mis en présence d'un pneumococcus pour la première fois, votre organisme sait comment fabriquer l'anticorps spécifique du pneumococcus, même si vous n'avez jamais rencontré de pneumococcus auparavant. Et pourquoi l'organisme sait-il faire une pareille chose? Eh bien, un ancêtre un jour a appris à le faire, et il ou elle vous a transmis l'information. Ainsi, votre organisme contient toutes ces mémoires ancestrales, et elles proviennent de cet ordre plus profond de l'existence. Chacune de nos pensées est donc adaptée au contexte, ce qui veut dire qu'elle est issue du contexte des expériences collectives, de la mémoire collective, des aspirations collectives, des rêves collectifs. Voilà en quoi consiste le karma collectif. J'aimerais revenir un instant sur le principe d'Heisenberg. On pourrait supposer, par exemple,
que lorsqu'il y a une fonction d'onde, cela détermine un temps, et lorsqu'il y a une fonction particule, cela détermine un espace. Vous savez, sortir de la réalité pour toucher la vérité de ce qui existe exige une transformation ou une mutation de la conscience. Cela ne peut se produire autrement. Et si vous le voulez bien, nous allons utiliser une métaphore pour mieux l'illustrer. Imaginez que vous allez à la plage et que vous regardez l'océan. Vous prenez une photo. C'est la particule. Vous pouvez la figer à cet endroit. Mais en réalité, dès l'instant où cette photo a été prise, elle n'était déjà plus à cet endroit. Cette particule n'est que cet instantané figé dans le temps. Et ensuite, le deuxième niveau, c'est la vague. La voilà, elle vient vers vous. Un instant, elle était là, maintenant, elle est ici. Mais en réalité, ce qui était là n'est pas ici. Ce qui est ici, c'est une chose complètement différente de ce qui était là. Prenons un exemple. L'arbre de Noël dont les lumières s'allument dans un mouvement de spirale. Vous voyez la lumière tournoyer. Mais rien ne tournoie. Une lumière s'allume, puis une lumière s'éteint. Mais cela crée l'illusion d'une spirale de lumière en mouvement sur l'arbre de Noël. C'est la même chose pour l'espace. Parce qu'il y a des objets dans l'espace qui créent l'effet de contraste. Mais s'il n'y avait aucun objet dans l'espace, est-ce que la distance existerait? Non. Donc, c'est ce qui explique que dans l'ordre sublatent de l'existence, chaque point est en même temps chaque autre point. Vous savez, la science nous offre un très bon exemple de ce phénomène avec ce que l'on appelle un trou noir. Permettez-moi d'expliquer brièvement ce qu'est un trou noir. Quand une étoile épuise son combustible thermonucléaire, comme le Soleil qui un jour finira par s'éteindre, l'étoile a épuisé tout son combustible, son carburant thermonucléaire, alors elle s'effondre sur elle-même. Et la force de gravité est si intense que l'étoile continue de s'effondrer jusqu'à se concentrer en un point, et ensuite, même le point finit par disparaître. Et vous avez alors ce que l'on appelle une singularité. Vous avez un point qui n'a pas de volume, mais une densité infinie. La densité infinie signifie que le champ gravitationnel est si intense que même la lumière ne peut s'en échapper. La lumière est donc happée par le trou noir. Et bien sûr, alors, cela donne lieu à ce concept théorique que l'on appelle le trou de verre, qui mènerait à une dimension nouvelle, à un autre univers. Supposons que vous lancez une bille au-dessus de l'horizon du trou noir et que vous observez ce qui se passe. Dès que la bille arrive au-dessus de l'horizon du trou noir, elle semblera flotter à cet endroit, elle cessera de tomber. Selon les lois de la physique, il faudra un temps infini pour que cette bille, qui est au-dessus de l'horizon du trou noir, tombe à l'intérieur de celui-ci, si vous l'observez. Mais en réalité, du point de vue de la bille elle-même, celle-ci tombera au fond du trou en moins de 10 microsecondes. Donc, qu'en est-il du temps? De votre point de vue, cela prend une éternité, et du point de vue de la bille, cela prend moins de 10 microsecondes. Cela dit, je n'invente rien. Il ne s'agit pas ici de métaphysique. Cela révèle des lois de la physique. Or, le Vedanta enseigne que votre réalité perceptuelle est déterminée par le point de vue. Et le point de vue qui détermine votre perception de la réalité est fonction de votre état de conscience. Nous n'en avons pas parlé aujourd'hui. Il existe d'autres états de conscience au-delà de la conscience de veille. Or, on raconte souvent cette blague qui s'inspire du Vedanta que vous aimeriez peut-être entendre. Donc, il y a ce touriste américain qui se trouve devant Brahma, le Créateur, qui vit de l'autre côté du trou noir, dans une autre dimension de l'espace-temps. L'Américain dit à Brahma: «
J'ai entendu dire que dans votre univers, tout est multiplié par 1 milliard. Et Brahma répond, absolument. Alors le touriste demande, puis-je avoir $1? Et Brahma lui répond, bien sûr, attends une seconde. Il ne s'agit pas d'une métaphore. C'est tout à fait en accord avec les lois de la physique. Merci. ADA Audio vous a présenté La conscience cosmique, un champ au-delà du temps et de l'espace, par Deepak Chopra. À la narration, René Gagnon. Transcription, traduction et adaptation, Céline Parent-Pomerleau. Révision, Nicolas Pinard. Réalisation, musique et enregistrement, Louis Lachance, assisté de Nicolas Pinard.